Ferme les yeux. Respire doucement. Imagine-toi suspendu entre ciel et rêve, là où les étoiles chuchotent au vent et où les nuages prennent la forme des souvenirs oubliés. Là-haut, bien au-dessus des collines, des villes, des mers et des rumeurs de la terre, existe un village que personne ne peut trouver par hasard. Il ne figure sur aucune carte, ne répond à aucun nom terrestre, mais les oiseaux migrateurs le survolent parfois, ralentissant leur vol, étonnés de sentir une odeur sucrée flotter dans les airs glacés des altitudes. Ce village s'appelle Miraval. Miraval, le hameau céleste, le nid des brumes et des lucioles célestes. Suspendu entre les courants aériens, comme une pensée oubliée, il repose sur une série de nuages immobiles, blancs comme la crème des premiers rêves, denses comme les souvenirs d'enfance. Les maisons y sont légères, faites de bois chantant et de toiles tissées à partir de fils de lune. Les toits scintillent, couverts de givre éternel. Il n'y a pas de rue, seulement des passerelles flottantes qui dansent doucement avec la brise. Mais au cœur de ce village paisible, un parfum règne, enivrant et chaud, celui du pain fraîchement cuit, des tartes au miel d'étoiles, des brioches au sucre cristallisé d'aurore. Là, dans une maison penchée, construite autour d'un vieux moulin à vent qui semble parler quand il tourne, vit un homme que l'on appelle simplement le boulanger des nuages. Son vrai nom? Nul ne s'en souvient. Peut-être ne l'a-t-il jamais dit à personne. Il est vieux, très vieux. Certains disent qu'il a vu naître les constellations. D'autres murmurent qu'il est né d'un souffle du vent du nord et d'un rayon de lune. Il porte une longue barbe blanche qui brille à la lumière des lucioles et des yeux couleur de pluie ancienne. Son tablier est toujours couvert de poudre d'étoiles et ses mains, grandes et ridées, pétrissent avec tendresse une pâte qui n'existe dans aucun monde connu. Chaque nuit, alors que le monde endormi sombre dans le silence, le boulanger allume son four. Il n'a pas besoin de bois. Il souffle doucement dans une conque céleste, et les flammes bleues s'allument, dansant comme des aurores miniatures. Puis il commence à travailler. Il mélange la farine de nuages, la rosée des aurores oubliées, le zéphyr du premier rire d'un enfant. Il ajoute quelques grains de comète râpés, un soupçon de sucre d'éclipse, et pétrit, longtemps, en fredonnant une mélodie que même le vent écoute en retenant son souffle. Et ce qu'il crée n'est pas vraiment du pain. Ce sont des rêves comestibles, doux et colorés, qui prennent la forme de sablés chantants, de croissants phosphorescents, de tartes aux souvenirs heureux. Une fois cuits, ils flottent un instant au-dessus du plan de travail, puis s'élèvent, portés par une brise invisible, et s'envolent vers la terre. Car chaque nuit, le boulanger nourrit les songes des enfants. Un petit biscuit au caramel de galaxie pour un garçon qui a peur du noir, une brioche au rire enfoui pour une fille qui pleure en secret, un éclair rempli d'aventures pour un rêveur solitaire. Personne ne sait d'où viennent ces rêves délicieux. Mais parfois, les enfants se réveillent avec une odeur de vanille dans le nez ou avec un grain de sucre étoilé sur l'oreiller. Et lui, là-haut, continue, inlassable. Il parle peu. Il rit rarement, mais son regard s'illumine à chaque création réussie. Dans un coin de sa boulangerie, il conserve de vieux carnets, des recettes transmises par le vent, par la pluie, par des nuages disparus depuis des siècles. Un jour, pourtant, une étoile est tombée du ciel plus bas que d'habitude. Et un enfant, curieux, éveillé, indomptable, l'a suivi. C'est ainsi que commence notre histoire. Par une nuit plus claire que les autres, un escalier tissé de brume, et un garçon, nommé Timéo, dont la vie allait se mêler à la farine céleste, aux mystères anciens, et à un vieux boulanger que l'on croyait seul. Miraval n'était pas un village comme les autres. Il n'avait pas de mer, ni d'école, ni de marché animé. Il flottait simplement comme suspendu dans une éternité douce, quelque part entre les bourrasques des altitudes et les soupirs du ciel. Ses habitants étaient rares, discrets, presque légendaires. On disait que Miraval n'accueillait que ceux qui avaient été oubliés du monde d'en bas ou ceux qui, un jour, avaient fermé les yeux très fort
en faisant un vœu, et ne les avait jamais rouverts tout à fait. Les toits y ondulaient doucement sous l'effet des vents d'altitude, comme si les maisons respiraient à leur propre rythme. Chaque structure était unique, certaines construites à partir de bois transparents ramassés dans les forêts flottantes, d'autres faites de pierres luminescentes arrachées aux cratères lunaires. Le sol était une mosaïque de nuages densifiés, tressés les uns aux autres pour former des sentiers moelleux. On y marchait comme sur un rêve. Et pourtant, parmi toute cette beauté étrange, c'était la boulangerie du vieux maître des nuages qui envoûtait le plus. Elle était installée au bord d'un précipice sans fond où l'on pouvait, par temps clair, voir les éclairs s'enrouler lentement comme des serpents endormis. Le bâtiment semblait vivant, avec ses murs ronds et son toit en spirale. Une cheminée immense s'élevait, crachant parfois de petites volutes argentées qui éclataient en pétales lumineux. À l'intérieur, l'atelier était un fouillis merveilleux. Des étagères chargées de bocaux de toute taille, flocons de brume, pincés de lumière d'aube, gouttes de silence récoltées à l'instant exact où la nuit se transforme en matin. Sur une grande table de pierre polie trônait un énorme rouleau à pâtisserie couvert de runes anciennes et des emporte-pièces taillés dans des météorites. Chaque objet ici avait une histoire. La cuillère en bois qui remuait toute seule, offerte par un nuage amoureux d'un arc-en-ciel. Le tamis à rêve, tissé à partir des cils d'une comète. Les moules en forme de lune, donnés par une licorne astrale en échange d'un biscuit au citron et à la poussière de supernova. Le boulanger, quant à lui, commençait toujours sa journée dans le silence. Il se réveillait au moment où les étoiles commençaient à pâlir, lorsque les derniers rêves quittaient les maisons d'en bas pour flotter vers le ciel. Il étirait ses bras, faisait craquer son dos, puis ouvrait grand les volets de sa chambre pour laisser entrer la brise. Chaque matin, il saluait les nuages comme de vieux amis. Ensuite, il descendait dans son atelier, allumait son four d'un simple soupir, littéralement, et consultait son vieux grimoire de recettes. Il ne cuisinait jamais la même chose deux fois. Il s'adaptait aux murmures de la nuit. Ici un enfant en Afrique qui avait rêvé d'un éléphant en chocolat, là une petite fille en Sibérie qui voulait voler sur un gâteau oiseau. Il écoutait, prenait note, créait. Ses journées étaient lentes, pleines de gestes mesurés. Il chantonnait des berceuses oubliées, faisait danser la pâte, caressait les croissants avant de les enfourner. Parfois, il s'arrêtait pour observer un flocon passer devant sa fenêtre et se perdait dans la contemplation pendant de longues minutes. Il ne connaissait pas la hâte. Dans le ciel, le temps se pliait aux lois du cœur. Mais tout cela, personne sur terre ne le savait. Personne, sauf un garçon nommé Timéo. Timéo vivait très loin, dans une vallée profonde entourée de collines bleutées. Il avait 10 ans, des yeux sombres comme des lacs profonds et une curiosité trop grande pour le petit monde qui l'entourait. Depuis sa naissance, Timéo faisait des rêves étranges. Pas des cauchemars, non, des rêves brillants, dans lesquels il volait à dos de baleines célestes, parlait aux chats faits de fumée et dégustait des gâteaux qui faisaient rire. Sa mère disait que c'était son imagination. Son père lui offrait des livres sur les étoiles. Mais Timéo savait, dans son cœur, que ses rêves venaient de quelque part, ou de quelqu'un. Un matin, après un songe particulièrement délicieux, un sablé qui chantait en fondant, Timéo trouva sur son oreiller un minuscule morceau de sucre cristallisé, brillant comme une étoile piégée dans le verre. Il le cacha dans une boîte, avec les autres choses qu'il avait trouvées. Une plume argentée, un éclat de nuage, une goutte de rosée solidifiée. Il commença alors à veiller tard, à observer le ciel, à noter les formes étranges des étoiles filantes, à suivre le vent. Un soir, il vit une lumière descendre du ciel en spirale. Elle s'arrêta au sommet d'une colline voisine. Timéo n'hésita pas. Il prit son manteau, sa boîte de trésors et s'élança. Ce qu'il allait découvrir, là-haut, dépasserait tout ce qu'il avait pu rêver. La nuit tombait plus vite que d'habitude ce soir-là.
Un vent étrange soufflait sur la vallée, chargé d'une odeur sucrée que Timéo n'avait jamais sentie. Ce n'était pas le parfum des gâteaux de sa grand-mère, ni celui des fleurs du jardin, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, de plus vaste. Il était environ 22 heures quand il vit la lumière. Une traînée dorée traversa le ciel, en silence, puis ralentit. Elle tourbillonna au-dessus de la colline voisine, comme si elle cherchait quelque chose, puis descendit lentement jusqu'à disparaître derrière la crête. Un éclair, un battement d'ailes invisible. Et plus rien. Timéo sentit son cœur battre plus fort. Il connaissait cette colline. Il y allait souvent, en cachette, pour observer les lucioles ou pour lire des histoires allongées dans l'herbe. Mais ce soir, il n'y allait pas pour rêver. Ce soir, il y allait pour comprendre. Il attrapa sa boîte de trésors, son manteau bleu marine, et sortit sans bruit par la fenêtre de sa chambre. Dehors, la nuit était tiède, vibrante, presque électrique. Il avait l'impression de marcher dans un rêve éveillé. Plus il montait, plus l'air devenait léger. Le silence s'intensifiait, comme si les sons s'éteignaient un à un. Le bruissement des feuilles, le cri des chouettes, même ses propres pas semblaient se fondre dans la nuit. Quand il atteignit le sommet, il découvrit quelque chose d'impossible. Un escalier flottait dans l'air. Oui, un véritable escalier, fait de brume et de lumière, s'élevait doucement vers le ciel. Il n'avait pas de rambarde, pas de point d'ancrage visible, mais il semblait stable. Chaque marche scintillait comme un éclat de miroir, et au-dessus, bien au-dessus, quelque chose brillait, une lumière diffuse, mouvante, comme un feu de camp invisible, et des odeurs de pain chaud, de cannelle et de vanille flottaient dans l'air. Timéo hésita à peine. Il posa le pied sur la première marche. Elle s'enfonça légèrement sous son poids, puis se stabilisa. Il monta la deuxième, la troisième, et bientôt, il ne voyait plus le sol. En bas, la vallée s'effaçait sous un voile de brume. Autour de lui, seules les étoiles brillaient. Il montait, longtemps, ou peut-être seulement quelques minutes. Le temps semblait glisser autour de lui comme un courant invisible. Il n'avait pas peur. Il se sentait porté, accueilli, comme s'il allait à un endroit qui l'attendait depuis toujours. Enfin, il arriva. Devant lui s'étendait un village fait de lumière et de vapeur, suspendu entre deux nuages géants. Miraval. Les maisons semblaient le respirer, les toits luisaient d'une lueur douce. Il n'y avait pas de bruit, si ce n'est un léger clapotis, comme celui de gouttes de pluie tombant sur du verre chaud. Une brume tiède caressait ses joues. Timéo avança, le souffle court. Il suivit un chemin sinueux, fait de nuages tressés, jusqu'à une étrange bâtisse en forme de coquillage. La lumière qui en émanait était plus chaude, plus vive. Et l'odeur de pâtisserie tout juste sortie du four, d'épices inconnues, de souvenirs heureux. Il s'approcha, passa sous une arche faite de branches de cristaux et colla son nez à la fenêtre. À l'intérieur, il vit un spectacle qui lui coupa le souffle. Un vieil homme, vêtu d'un tablier constellé, pétrissait une pâte lumineuse sur une grande table circulaire. Des instruments étranges flottaient autour de lui. Un fouet qui battait tout seul, une louche remplie d'éclats d'étoiles, un moulin qui semblait aspirer la lumière pour la transformer en farine. Un four ouvert laissait échapper des effluves magiques et à côté, sur des plateaux d'argent, reposaient des biscuits aux formes changeantes. Un prenait la forme d'un chat, l'autre celle d'un bateau, un autre encore d'un château. Timéo resta figé, bouche bée. Il savait, d'une certitude absolue, qu'il venait de découvrir l'endroit d'où venaient ses rêves. Mais alors qu'il reculait, fasciné, son coude heurta sans le vouloir une clochette suspendue à une branche au-dessus de la fenêtre. Elle tinta doucement. À l'intérieur,
Le vieil homme s'arrêta net. Il se retourna. Ses yeux gris argent croisèrent ceux de Timéo à travers la vitre. Un long moment passa, puis le boulanger sourit. Pas un sourire large, non, un petit pli au coin des lèvres, comme une étoile qui décide de cligner. Il fit un geste de la main. Une invitation. Timéo hésita. Son cœur battait si fort qu'il crut entendre ses propres côtes vibrer. Mais il poussa la porte. La chaleur l'enveloppa aussitôt. Une chaleur douce, faite de souvenirs de Noël, de siestes d'été et de rires oubliés. Le plancher était moelleux, le plafond couvert de mobiles suspendus. Lune, soleil, clés, plumes, tout brillait doucement. Le boulanger s'approcha. « Tu es monté bien haut pour venir ici, petit. » Sa voix était grave et calme, comme le murmure d'un livre ancien qu'on ouvre. Timéo hocha la tête. Il ne savait pas quoi dire. « Comment t'appelles-tu? »« Timéo. » Le boulanger acquiesça, comme s'il s'y attendait. « Tu n'aurais pas dû venir. Ce lieu est un secret, mais peut-être est-ce le moment de le partager. » Il se retourna, s'approcha de son plan de travail et tendit un petit gâteau en forme d'étoile à Timéo. « Goûte. » Le garçon le prit avec des doigts tremblants. Il mordit dedans. C'était tiède, croustillant, sucré et salé à la fois. Et surtout, cela lui rappela tout. Le rire de sa mère, la première neige, la cabane dans le jardin. Des souvenirs enfouis qu'il n'avait pas visités depuis longtemps. Quand il rouvrit les yeux, le boulanger lui dit simplement « Bienvenue à Miraval ». Les jours, ou était-ce les nuits, qui suivirent son arrivée à Miraval, Timéo perdit toute notion du temps. Là-haut, le ciel ne s'éteignait jamais vraiment. Il changeait de teinte, passant du bleu crépusculaire au violet nacré, parsemé d'étoiles dormantes ou de nuages lentement tournoyants. Chaque moment était suspendu dans un entre-deux-mondes, comme si la réalité elle-même retenait son souffle. Le boulanger n'avait posé aucune question, ni imposé de règles. Il lui avait simplement dit « Observe, écoute, respire ». Alors Timéo observait. Il écoutait les silences entre les bruits, les souffles entre les soupirs, les craquements du vieux fourneau comme des battements de cœur ancestraux. Et surtout, il respirait, cette odeur enivrante de pain stellaire, de sucre d'aurore, de pâte à croissance scintillante. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait, au fond de lui, que tout cela avait du sens. Un matin, ou un crépuscule qui pouvait le dire, le boulanger l'autorisa à toucher les ingrédients. « C'est de la farine de nuage », demanda Timéo en plongeant ses doigts dans une poudre d'un blanc presque lumineux. « Non », répondit le vieil homme en souriant. « C'est de la poussière de comète, très capricieuse. Il faut la mélanger avec du silence, sinon elle explose. » Timéo ouvrit de grands yeux. « Tu plaisantes? » Mais le boulanger ne plaisantait jamais. Plus le garçon apprenait, plus il réalisait que tout ici était régi par des lois inconnues. La cuisson d'une brioche dépendait de la position de Vénus, le glaçage d'un éclair variait selon les humeurs du vent. Les recettes n'étaient pas écrites, elles étaient chantées, murmurées, parfois confiées par une étoile tombée du ciel. Un jour, alors qu'il rangeait une série de bocaux colorés, Timéo en trouva un qui n'était pas étiqueté. Le verre était noir, opaque, comme si la lumière refusait d'y entrer. Intrigué, il le prit doucement et tenta de l'ouvrir. « Ne fais pas ça. » La voix du boulanger claqua dans l'air comme un fouet. Ce n'était pas un cri, mais une injonction. Timéo sursauta, posa précipitamment le bocal. « Désolé, je voulais juste voir ce que c'était. » Le vieil homme s'approcha lentement, ses yeux soudain plus sombres. « Ce bocal contient un souffle de cauchemar. Une erreur ancienne. Il ne doit jamais être ouvert. » Le garçon baissa la tête, confus. « Une erreur? Tu veux dire que… »
Tu as déjà raté une recette? Un long silence suivit. Puis le boulanger s'assit sur un tabouret de brume, les mains croisées. J'avais un apprenti, il y a très longtemps, plus âgé que toi. Il était doué, brillant même, mais impatient. Il voulait créer des rêves plus forts, plus marquants. Il a fini par voler une des recettes interdites. Il a voulu la modifier, et ce qu'il a fabriqué n'était plus un rêve. C'était un souvenir empoisonné. Timéo frissonna. Qu'est-il devenu? Il est parti. Il a disparu dans les nuages noirs du sud. Depuis, parfois, je sens son ombre glisser sous les vents, et les nuits deviennent plus froides. Le boulanger se leva, son tablier projetant des ombres étranges sur le sol lumineux. C'est pourquoi je travaille seul. C'est pourquoi chaque ingrédient ici est sacré. Chaque rêve que je confectionne est un remède au monde. Mais un rêve mal préparé peut devenir un poison. Timéo hocha lentement la tête. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il s'était vu comme un visiteur, un invité curieux dans un monde de merveilles. Mais il comprenait à présent que derrière les douceurs célestes se cachaient des cicatrices anciennes, des erreurs, des secrets. Il se leva de son lit nuage, enroulé dans une couverture de vent chaud, et descendit silencieusement dans l'atelier. La lumière était éteinte, mais une douce phosphorescence baignait la pièce. Il s'assit devant le four éteint et regarda le grimoire du boulanger, posé à moitié ouvert. Des symboles étranges y dansaient. Clé, cercle, yeux, spirale. Aucun mot connu. Seulement des lignes chantantes, comme une partition venue d'un autre monde. Il sentit alors une présence. Quelqu'un ou quelque chose l'observait. Il se retourna. Rien, mais le froid s'était installé. Un froid qui n'était pas celui des hauteurs, mais celui des souvenirs enfouis. Et alors il entendit un murmure, non pas une voix, mais un fil de son, glissant derrière le mur, à travers les planches, ou peut-être dans sa tête. Il comprit quelques mots. Ouvre, vérité, clé. Puis le silence revint. Quand le matin arriva, le boulanger ne dit rien. Il prépara une brioche au citron cosmique, la coupa en deux et en tendit une part à Timéo. « Tu as entendu, ne caste pas. » Le garçon acquiesça. Le vieil homme soupira. « Alors tu es prêt. » C'était une aurore étrange. Pas une aurore comme les autres, dorée ou rosée, mais une aurore argentée. Le ciel n'avait pas pris ses couleurs habituelles. Il brillait d'une lueur métallique, comme si le jour hésitait à naître. Les nuages étaient silencieux. Même le vent s'était retiré. Timéo se leva sans un mot. Le boulanger ne l'attendait pas à la table. Il n'y avait pas de four allumé, pas de bol de vapeur au miel, pas de rire de cuillère tournoyante. L'atelier était vide. Mais sur la table, un objet brillait faiblement. Une clé. Petite, fine, forgée dans une matière indéfinissable. Un métal qui semblait à la fois ancien et vivant, comme s'il respirait. Elle reposait sur une note pliée en quatre. Timéo déplia le papier avec précaution. Il existe sous la boulangerie un passage. Tu es prêt à l'ouvrir. Suis la lueur, n'écoute que ton souffle. G. Gaston? Gabriel? Le boulanger n'avait jamais donné son nom. Mais la signature tremblante et la simplicité du mot suffisaient. Le cœur battant, Timéo prit la clé. Il inspecta la pièce à la recherche d'une serrure. Rien, aucun indice apparent. Mais lorsqu'il approcha la clé d'un pilier sculpté près du fourneau, il sentit une vibration. Un courant d'air venu d'en bas. Il frôla la pierre. Elle était tiède. Il appuya. Un déclic. Le sol trembla légèrement, puis une dalle s'enfonça lentement, découvrant un escalier en colimaçon. L'air qui s'en échappait était frais, chargé d'humidité ancienne, comme celui d'une cave oubliée. Timéo prit une grande inspiration et s'engagea dans l'ouverture. L'escalier descendait dans la brume. À chaque marche,
des petites lueurs s'allumaient au mur, des lucioles enfermées dans des fioles suspendues. Le garçon descendait, guidé uniquement par la lumière pâle de ses veilleuses. Le silence était total. Arrivé en bas, il découvrit une salle circulaire. Les murs étaient recouverts de fresques, des représentations d'enfants dormants, d'étoiles versant des larmes, de clés qui ouvraient non pas des serrures, mais des souvenirs. Au centre de la pièce, un bassin luisait doucement. Pas d'eau, mais une sorte de gelée translucide, argentée, qui frémissait au moindre souffle. Et face au bassin, un pupitre. Dessus, un livre, ancien, plus ancien que le grimoire du boulanger. Sa couverture semblait faite de cuir céleste, gravée de symboles mouvants. Timéo posa la main dessus. Le livre s'ouvrit, pas sur une recette, sur une carte. Non, pas une carte du ciel, une carte de l'intérieur, une cartographie des rêves eux-mêmes, des veines, des chemins, des ponts entre les esprits, des portes vers des souvenirs, des émotions, des traumas oubliés, et tout au bout de ces chemins, une île au centre d'un océan noir. Une voix résonna dans la salle, sans source visible. Ce que tu cherches ne se trouve pas dans le sucre. Timéo recula. La voix n'était ni menaçante, ni douce. Elle était neutre. Elle disait seulement la vérité. « Qui est là ?» demanda-t-il. La surface du bassin se troubla. Une silhouette s'y dessina, celle d'un enfant. Puis deux, puis des dizaines. Des visages d'enfants endormis, ou peut-être disparus. Des regards ouverts, inquiets, des murmures sans son. « Ce sont ceux qui rêvent mal, » dit la voix. « Ceux dont les songes sont contaminés. » Timéo s'agenouilla. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un a ouvert la mauvaise porte. Le livre se tourna tout seul. Une page s'ouvrit sur un schéma complexe, un symbole de clé, encerclé de chaînes, de flammes, de brume. Timéo comprit. L'ancien apprenti, il a créé quelque chose qui a infecté les rêves. La pièce vibra doucement. Oui, et son œuvre dort encore, quelque part dans une zone où ni le boulanger ni ses rêves ne peuvent aller. Timéo regarda la clé. Elle brillait faiblement. « Et moi, je peux y aller ?» Un silence. Puis, « Tu es né après. Tu n'as pas été forgé dans la farine des anciens. Tu es un pont entre les mondes. Si tu l'oses, alors le chemin s'ouvrira. » Le bassin s'illumina soudain. Une arche de lumière jaillit d'un côté de la pièce. Elle battait comme un cœur, palpitante, faite de brume et de lumière condensée. Timéo se leva. Il serra la clé dans sa main, et il fit un pas. Le passage à travers l'arche fut instantané et pourtant infini. Un souffle, un glissement, une déchirure douce dans le tissu du monde. Timéo sentit son corps s'alléger, comme aspiré dans un courant chaud, mais son esprit, lui, s'alourdissait. Il ferma les yeux, et les rouvrit ailleurs. Il n'y avait plus de sol, ni de mur. Il flottait dans un espace sans forme, entre le rêve et la mémoire. Autour de lui, une brume dense ondulait, peuplée d'échos. Des fragments de voix, des éclats de rire d'enfants, des sanglots étouffés, des mots oubliés. Au loin, il apercevait des îlots flottants, des morceaux de souvenirs, une balançoire solitaire qui grinçait, une paire de bottes abandonnées dans la neige, une chambre d'enfant figée dans le temps. Chaque image lui appartenait, et ne lui appartenait pas. C'était comme si l'espace tout entier était un palimpseste de milliers de rêves entremêlés. Il voulut appeler le boulanger, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il n'était plus sûr de pouvoir parler ici. Peut-être même n'avait-il plus de bouche. Puis il entendit à nouveau cette voix, plus douce, plus intime. Ce que tu cherches se cache dans ce que tu crains. Il se retourna, mais ne vit rien. La brume ondulait comme la surface d'un lac,
Tu crois être ici pour sauver les autres, mais sais-tu seulement ce que tu veux sauver en toi-même? Il ne comprenait pas. Un frisson parcourut son être. Il avança, ou du moins, il le pensa, vers la chambre d'enfant figée. Lorsqu'il entra, le monde devint solide un instant. Une pièce familière, celle de son enfance. Son vieux lit en bois, son ours en peluche manchot, le papier peint au motif d'étoiles. Mais quelque chose clochait. La pièce était silencieuse, trop silencieuse. L'ours ne souriait plus. Les étoiles sur les murs s'étaient effanées, et sur l'oreiller, une tache noire, profonde, pulsante. Il s'approcha, et vit un mot écrit dans la suie. Oubli. Un battement sourd, profond, secoua la pièce. Puis une autre vision s'imposa. Il était maintenant dans un couloir d'école, désert, des casiers ouverts, des murmures étouffés derrière une porte. Il savait ce que c'était. Le jour où on lui avait volé son carnet de rêves. Le jour où il avait cessé de dessiner. Une douleur sourde monta en lui. Il avait oublié. Il avait oublié cette honte, ce silence imposé, ce moment où il avait décidé de ne plus croire que ses rêves méritèrent d'exister. Chaque enfant a un monde en lui, mais certains apprennent à le verrouiller. La voix résonnait encore. Timéo tomba à genoux. Ses mains, s'il en avait encore, touchaient le sol invisible. Il comprit. Cette zone n'était pas seulement un monde de cauchemars, c'était le cimetière des rêves abandonnés. Tous ces lieux, ces objets, ces fragments, ils appartenaient à des enfants qui, un jour, avaient renoncé. Par peur, par douleur, par solitude. Et ces rêves oubliés devenaient amers, instables, dangereux. Il se redressa lentement. Alors c'est ici que l'autre apprenti a puisé, dans la peine. Une silhouette émergea de la brume. Grande, fine, couverte d'un manteau d'ombre. Un masque sans visage. Mais les yeux, eux, brillaient, deux fentes glacées comme du métal. Il ne voulait pas blesser. Il voulait que le monde ressente ce qu'il ressentait. La voix ne venait pas de la bouche de la silhouette. Elle venait de partout. Timéo sentit un frisson le traverser. Et moi, suis-je comme lui? Un instant de silence. Puis, lentement, la silhouette leva la main. Dans sa paume brillait une clé, semblable à celle que Timéo possédait, mais ternie, tordue. Lui aussi avait une clé. Il a ouvert la mauvaise porte. Et moi? Tu hésites encore. C'est bien. Ceux qui doutent peuvent apprendre. Ceux qui croient tout savoir détruisent. La brume se mit à trembler. Les îlots souvenirs se disloquaient lentement. Tu dois faire un choix, revenir, oublier, ou continuer, risquer. Timéo serra la main sur sa clé. Elle brillait doucement, en pulsant comme un cœur. Il pensa à la boulangerie, aux biscuits chantants, aux enfants qui souriaient dans leur sommeil. Il pensa à lui, à ses dessins, à son carnet perdu, et il parla. Enfin, je veux continuer. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour que ce lieu existe encore, pour que les rêves aient un foyer. La silhouette s'effaça. Un chemin de lumière se traça devant lui, sinueux, instable. Mais il était là. Le chemin était ouvert. Et Timéo, désormais, n'était plus un simple invité. Il était devenu un porteur de clés. Le chemin de lumière s'ouvrait devant lui comme une cicatrice lumineuse dans la brume. Il n'était pas stable, ni parfaitement droit. Il ondulait, tremblait, se pliait parfois sous son propre poids, mais il restait là, présent, tendu comme une promesse. Timéo fit un pas, puis un autre. Le sol semblait fait de verre tiède, parcouru de pulsations douces comme un cœur vivant. Chaque pas était accompagné d'un tintement comme un grelot lointain. Autour de lui, le paysage s'éclaircissait. La brume s'éloignait, lentement, comme une bête fatiguée. Et au loin, très loin, il aperçut une lumière. Pas une lumière crue, éclatante, non.
Une lumière douce, dorée, pareille à celle d'une cuisine en hiver ou d'un coucher de soleil derrière les rideaux d'une chambre d'enfant. Une lumière de souvenirs heureux. Il accéléra le pas. Au fur et à mesure qu'il avançait, les formes autour de lui devenaient plus nettes. Des fragments de rêve reprenaient vie. Une balançoire se mit à bouger, doucement. Un cerf-volant reprit sa course folle dans un ciel de mémoire. Des voix enfantines chantaient une comptine oubliée que Timéo reconnut sans l'avoir jamais apprise. Et puis, il vit elle. Au milieu d'un cercle de sable flottant, assise en tailleur, une petite fille aux cheveux d'argent. Elle portait une robe tissée de lumière et tenait entre ses mains une flûte cassée. Ses yeux étaient échelots, mais son visage rayonnait d'une paix étrange. Timéo s'approcha doucement. La fille ouvrit les yeux. Ils étaient immenses. Deux lunes pleines, deux miroirs, et dans sa voix, quand elle parla, il y avait le chant du vent et la tendresse d'une promesse. « Tu es venu. » Timéo ne répondit pas. Il ne savait pas qui elle était, ni pourquoi elle semblait l'attendre. Mais il s'assit face à elle. « Tu as traversé l'oubli. Tu as vu le masque. Tu as entendu les murmures. Et pourtant, tu n'as pas fui. » Elle tendit la flûte. « J'ai perdu ma musique. Tu peux m'aider à la retrouver? » Timéo prit doucement l'instrument. Il était tiède, et des symboles y étaient gravés. Des clés, des spirales, des étoiles. Il souffla doucement dedans. Rien. Il souffla plus fort. Un son aigu, brisé, en sortit. La fille ne broncha pas. Elle souriait toujours. Alors Timéo fit ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il ferma les yeux, et il imagina. Un jardin plein de soleil, une rivière de sucre, des rires, une main dans la sienne, une mélodie, celle que sa mère lui chantait avant de s'endormir, celle qu'il pensait avoir oubliée, et alors, la flûte joua. Un son pur, clair, délicat. La note flotta dans l'air, se transforma en lumière, en fleurs, en plumes, puis une autre, et une autre encore. La petite fille ferma les yeux et se mit à tourner doucement sur elle-même. Et autour d'eux, tout changea. Le sable devint herbe, le ciel s'éclaircit, le chemin s'élargit, des lucioles naquirent de la musique, et une brise parfumée se leva. Le monde reprenait vie. Timéo comprit. Cette fille, ce lieu, cette musique, tout était lié à l'âme des enfants, aux souvenirs qu'ils oubliaient trop tôt, aux rêves qu'ils laissèrent s'éteindre, et lui, par sa simple présence, ravivait ce feu. Il rouvrit les yeux. La flûte était entière. La fille s'approcha. Elle posa sa main sur sa poitrine. Le rêve peut être sauvé, mais pas par la force, par l'amour, par la mémoire, par la musique. Puis elle tendit la main vers le ciel. Une traînée d'or s'en échappa, montant en spirale jusqu'à former un cercle au-dessus d'eux. À l'intérieur de ce cercle, un visage apparut. Le boulanger. Il les regardait depuis son atelier, ses yeux humides de joie. Sa voix parvint jusqu'à eux, lointaine mais claire. « Timéo, tu es plus qu'un apprenti. Tu es un veilleur. » La petite fille lui tendit un anneau. « Ce cercle est une porte. Il te mènera là où tu dois aller. Mais attention, le chemin sera plus sombre, plus profond. » Timéo serra l'anneau dans sa paume. Et pour la première fois, il ne ressentit ni peur, ni doute. Il ressentit une chose nouvelle, l'espoir. Le cercle doré s'ouvrit lentement dans le ciel onirique, semblable à une pupille cosmique qui se dilate. À l'intérieur, des courants de lumière tourbillonnaient, creusant un tunnel de brume dorée. Timéo serra l'anneau dans sa paume. Il tourna une dernière fois le regard vers la petite fille. Elle lui sourit sans un mot. Puis, elle s'éloigna, lentement fondant dans le décor en herbe et lucioles comme si elle n'avait jamais existé. Il entra dans le cercle. Le passage fut rapide, presque brutal. Un souffle, une chute, une torsion d'espace. Puis, le calme.
Mais quelque chose avait changé. Il se tenait à présent sur une plateforme de verre noir suspendue dans le vide. Le ciel au-dessus de lui était figé. Pas noir, mais d'un gris cendré, uniforme, comme un tissu tendu sur l'univers. Aucun son, aucun vent, même ses propres pensées semblaient étouffées. Il regarda autour de lui. La plateforme s'étendait en spirale, comme un escargot de verre, vers un centre lointain. Là, un dôme immense se dressait, fait de verre fumé, entouré d'arches noires. Une lumière rouge pulsait doucement au-dedans, comme un avertissement. Il avança. Chaque pas résonnait, un écho lent, sourd, qui semblait appeler quelque chose, ou quelqu'un. Puis il l'aperçut. Une silhouette. D'abord une ombre, fine, élancée, drapée dans un manteau d'étoffe sombre. Elle se tenait à l'entrée du dôme. Lorsqu'il s'approcha, elle se tourna lentement. Un visage couvert d'un masque de verre, deux yeux d'argent brisés. « Timéo », dit la voix. Elle n'était plus celle de la brume, ni celle des murmures. C'était une voix claire, masculine, mélancolique. « Tu portes la clé. » Timéo s'arrêta. « Qui êtes-vous » L'homme retira son masque. Il avait un visage jeune, pâle, aux traits tirés, mais empreint d'une étrange sérénité. J'étais celui qui rêvait trop fort, celui qu'on appelait l'apprenti. Un long silence s'installa. Timéo sentit un frisson. « Vous êtes celui qui a empoisonné les rêves » Un rire amer, bref. « Non, pas au début. J'ai voulu les amplifier, les rendre plus profonds, plus vrais. J'ai vu ce que le boulanger ne voulait pas voir, la vérité dans les peurs, la beauté dans l'ombre. » Il s'avança d'un pas. Son manteau ondula comme une fumée. « Mais j'ai été rejeté. Il m'a fermé la porte. Alors j'ai créé la mienne. » Il tendit le bras. « Viens, regarde ce que j'ai fait. » Contre sa prudence, Timéo suivit. L'homme le mena à l'intérieur du dôme. Là, suspendus dans des sphères de verre, flottaient des scènes, des rêves, mais pas des cauchemars, pas tout à fait. C'étaient des rêves interrompus, fracturés, des enfants qui couraient dans des champs, puis tombaient dans le vide, des voix rieuses qui s'éteignaient brusquement, des paysages magnifiques, fissurés comme des porcelaines. Je n'ai pas détruit les rêves, Timéo. Je les ai rendus vrais. Je leur ai retiré leurs mensonges. Tu les as remplis de tristesse. L'homme s'immobilisa. Non, je leur ai montré qu'on pouvait pleurer dans un rêve, qu'on pouvait échouer, tomber, se relever. Les rêves ne doivent pas être des illusions. Ils doivent préparer. Timéo se tourna vers lui. Et les enfants qui ont cessé de rêver, ceux que tu as blessés? Le regard de l'homme s'assombrit. Je n'ai jamais voulu les blesser, mais je ne pouvais plus arrêter. Les rêves devenaient plus puissants, plus vastes. Ils m'obéissaient, puis ils m'ont dépassé. Un éclair traversa le dôme. Une des sphères se brisa. Une onde sombre se propagea. Le monde est en déséquilibre, Timéo. Le boulanger n'a pas compris. Il enferme les douleurs. Il les sucre. Moi, je veux les embrasser. Un nouveau silence. Timéo sentit une chaleur grandir dans sa paume. La clé brillait à nouveau. L'homme s'approcha. « Donne-la-moi. Ensemble, nous pourrions recréer l'équilibre. Pas de lumière, pas de ténèbres, juste la vérité. » Timéo hésita. Il vit dans les yeux de l'homme non pas un monstre, mais une douleur ancienne, une solitude terrible, une soif d'être entendu. Mais il vit aussi autre chose. Un vide, une obsession. Et il comprit. La vérité n'était pas un mur, ni une arme, elle était un pont. « Je ne peux pas te donner la clé, » dit-il doucement, « mais je peux t'offrir quelque chose d'autre. » Il sortit de sa poche l'anneau que la fille lui avait donné. Un souvenir, un rêve intact, le dernier que tu as abandonné. L'homme recula, figé. « Tu mens. » Timéo ferma les yeux.
Il souffla doucement dans l'anneau, et dans l'air naquit une mélodie, simple, pure, une berceuse, une image, un petit garçon sous un arbre, dessinant dans la terre, un homme, un boulanger, qui s'assoit à côté de lui, qui rit. L'homme masqué trembla. Je me souviens. Une larme coula, et le dôme entier vibra. Les sphères se stabilisèrent. Un souffle de lumière balaya l'ombre. Timéo ouvrit les yeux. L'homme était à genoux. Il tenait l'anneau dans ses mains. Le boulanger, depuis mi-rafale, souriait doucement. Le dôme avait cessé de vibrer. Le silence, un instant, fut presque total. Un silence profond, mais chargé de possibles. Les sphères de rêve, suspendues au plafond, s'étaient stabilisées. Leur lumière vacillante était devenue plus douce, plus chaude. L'ancien apprenti, l'homme aux yeux d'argent, restait à genoux, tenant dans ses mains l'anneau de lumière que Timéo lui avait offert. Ses doigts tremblaient. Dans ses yeux brillait une émotion ancienne, presque oubliée. La mémoire. Il murmura « Je me souviens de son rire, de ses mains pleines de farine, de ses histoires au goût de miel. » Timéo s'approcha lentement. Il posa la main sur l'épaule de l'homme. « Tu n'es pas perdu. Tu as juste oublié le chemin. » Mais à ce moment précis, quelque chose changea. Le sol du dôme se mit à trembler. Un craquement retentit. Une sphère, au fond de la salle, se fissura lentement, puis explosa en silence, libérant une fumée noire et épaisse. Elle rampa sur le sol comme une marée, cherchant une prise. Elle ne venait pas du boulanger, ni de l'apprenti. Elle venait d'en dessous, de plus loin encore. L'homme releva la tête, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas moi, dit-il. Ce n'est plus moi. » Timéo recula. La brume noire prit forme. D'abord informe, elle se condensa lentement. Une silhouette, haute, flottante. Aucune bouche, aucune voix, seulement deux yeux de vide pur. C'était le résidu, le reste. La part de cauchemar libérée il y a si longtemps, nourrie par les rêves brisés et les peurs enfouies. Elle n'était ni vivante, ni morte. Elle était la faille. Un sifflement se fit entendre, aigu, douloureux. L'ancien apprenti se leva, chancelant. « Elle est sciée à moi. Tant qu'elle existe, je ne peux pas revenir. » Timéo sentit la panique monter. Il attrapa la clé dans sa poche. Elle brillait fort, comme une étoile naissante. « Il faut la sceller, » dit-il. « L'enfermer là où elle ne pourra plus nuire. » Mais la chose avançait déjà. Elle flottait, insaisissable. Des fragments de rêve se détachaient des sphères et se dissipaient à son passage. « Vite !» cria l'homme. « Le noyau, au centre du dôme. » Timéo courut. Le sol se brisait sous ses pieds. Chaque pas résonnait comme un glas. Il atteignit un cercle de pierre au milieu duquel brillait un puits de lumière. Un ancien seau. Il comprit. C'était là que l'apprenti, autrefois, avait ouvert la porte interdite. Et c'était là qu'il fallait refermer. Il sortit la clé, mais ses mains tremblaient. La faille approchait. Elle grandissait. Elle semblait se nourrir de sa peur. « Tu ne peux pas », souffla une voix dans sa tête. C'était elle. La faille. Elle parlait maintenant. « Tu doutes encore? Tu veux plaire au boulanger? Tu veux être aimé? Comme l'autre avant toi. » Timéo ferma les yeux. Il vit son père, sa mère, ses nuits éveillées, ses dessins jetés, ses silences. Il vit sa solitude, et il vit la lumière. La petite fille, le sourire, la flûte, le rêve retrouvé. Il rouvrit les yeux. « Je doute, oui, » dit-il à voix haute. « Mais je choisis malgré le doute. » Il planta la clé dans le seau. Une explosion silencieuse. La lumière monta en spirale. Un cri lointain, un vent brûlant. Puis, plus rien. La faille avait disparu. L'ancien apprenti s'effondra. Timéo tomba à genoux, haletant. Le dôme était vide, calme,
Le silence était revenu. Mais c'était un autre silence, un silence plein. Il leva les yeux. Une arche s'ouvrait à nouveau, là où le dôme touchait le ciel. Un dernier chemin, le plus long, celui du retour. L'arche se tenait devant lui. Massive, brillante, vivante. Elle battait comme un cœur ancien, sculpté dans la lumière même, mais veillé par un silence si dense qu'on aurait cru pénétrer dans le souffle d'un Dieu endormi. Timéo ne ressentait plus de peur, pas parce qu'elle avait disparu, mais parce qu'elle avait été traversée, absorbée, transformée. Derrière lui, l'ancien apprenti était resté assis, le regard perdu dans l'infini gris du dôme apaisé. « Je ne peux pas passer, » dit-il doucement. « Ce chemin n'est plus pour moi. » Timéo hocha la tête. Il ne dit rien. Les mots auraient été inutiles. Il savait maintenant que certaines blessures ne guérissent pas, mais qu'elles peuvent cesser de saigner. C'était déjà beaucoup. Il franchit l'arche et fut emporté dans un tourbillon de lumière. Cette fois, il ne flottait pas. Il tombait, ou plutôt, il s'effondrait à l'intérieur de lui-même. Son corps n'était plus. Seuls restaient ses souvenirs. Des milliers de scènes tournoyaient autour de lui. Ses rires, ses pleurs, les nuits dans son lit à regarder les étoiles, les jours d'école trop longs, les gestes tendres, les absences qui pesaient. Chaque émotion passait devant lui, nue, brûlante. Et puis, il arriva, devant une porte, toute simple, en bois, une poignée d'argent, un cœur gravé dans le grain. Aucune serrure, mais il sut ce qu'elle était. La première porte, celle qu'il avait fermée en lui-même il y a longtemps, le jour où il avait cessé de croire que ses rêves valaient la peine, le jour où il avait enterré l'enfant en lui. Ses mains, ou son être, tremblaient. Il posa la main sur la poignée et la tourna. La lumière le submergea. Il rouvrit les yeux dans un espace immense, infini. Un champ de nuages en fleurs. Des milliards de pétales blancs flottaient lentement dans l'air. Le ciel était un océan inversé, et au milieu de ce monde, une colline. Une colline toute simple, au sommet de laquelle se trouvait une maison. La maison, celle du boulanger, mais plus grande, plus vaste, comme si elle contenait le monde entier. Timéo gravit la colline. Le vent lui parlait. Chaque pas sur l'herbe semblait déclencher une mélodie. Les oiseaux étaient faits de musique, les arbres de souvenirs. Le soleil ne brillait pas, il caressait. Devant la porte, le boulanger l'attendait. Mais il était différent, plus jeune, plus lumineux. Il portait un tablier immaculé et ses mains luisaient comme deux lunes pleines. Il souriait. « Te voilà. » Timéo ne put répondre. Il se jeta contre lui, et le boulanger l'enlaça. Longtemps, aucune parole, juste la chaleur de deux âmes réunies. Quand ils se séparèrent, le vieil homme montra la maison. « Entre !» Timéo passa la porte. Et là, il vit tout. Les rêves du monde. Des milliards de petits fours lumineux, des pains vivants, des tartes en forme de planète. Chaque rêve d'enfant qu'il avait sauvé flottait dans l'air, suspendu dans des bulles dorées. Et au centre de la pièce, une immense table circulaire, avec une place vide. Une seule. Le boulanger le regarda. « C'est à toi, si tu le veux. » Timéo s'avança. Il s'assit. Une lumière descendit du plafond, douce, parfumée. Un carnet apparut devant lui, vierge. Une plume, trempée dans une encre faite de lune et de souvenirs heureux. Il écrivit « Ce rêve appartient à ceux qui doutent, à ceux qui tombent, à ceux qui se relèvent. » Et la maison entière soupira. Une onde de chaleur se propagea. Un éclat de rire naquit quelque part dans le monde. Un enfant se réveilla en souriant. Timéo ferma les yeux. Il était chez lui. Le carnet se referma tout seul. La lumière au-dessus de la table se rétracta lentement, comme une respiration qui s'apaise.
Le boulanger se tenait toujours près de Timéo, les bras croisés, un regard doux et profond planté dans le sien. « Ce que tu as écrit, dit-il, changera bien plus que des rêves. » Timéo baissa les yeux vers le carnet. Il semblait maintenant relié à sa propre peau, comme s'il portait en lui les lignes de son cœur. Il ne pesait rien, et pourtant, il contenait un monde. Le boulanger s'approcha. Il tendit un petit pain en forme de lune. « Un dernier pour la route. » Timéo le prit, le serra contre lui. « Je vais devoir partir, n'est-ce pas? » L'homme acquiesça. C'est le propre des rêveurs. Ils ne peuvent rester trop longtemps au même endroit, même ici. Ils sont les passeurs, les veilleurs. Un silence. Puis le boulanger ajouta doucement, « Mais tu peux revenir, quand le monde t'oubliera, ou quand toi tu te souviendras. » Le chemin du retour ne fut pas une arche, ni un escalier, ni un cercle de lumière. Ce fut un fil fin, presque invisible, tissé entre deux battements de cœur. Timéo le suivit, pas après pas. Chaque pas effaçait un peu de la brume magique, un peu de la lumière surnaturelle, un peu de l'étrangeté. Il descendait lentement vers le monde. La terre, la gravité, la pluie. Il se réveilla dans son lit. La fenêtre était ouverte. Une brise fraîche agitait les rideaux. Le ciel était gris, perlé d'une pluie fine. Les bruits familiers de la maison remplissaient l'espace. Une radio dans la cuisine, des pas sur le parquet, une porte qu'on ferme doucement. Tout semblait normal. Et pourtant, quand il posa le pied par terre, il sentit quelque chose de différent. Pas dans la pièce, en lui. Un calme, un feu discret. Il se leva, s'habilla, glissa les mains dans ses poches et sentit un objet. Il le sortit. Une petite clé en forme d'étoile. Elle brillait à peine, mais elle brillait. À l'école, ce jour-là, quelque chose avait changé. Les autres enfants le regardaient autrement, pas avec crainte, pas avec admiration, avec écoute, comme s'ils sentaient qu'il portait un autre rythme. Quand une petite fille pleura discrètement dans la cour, Timéo vint s'asseoir près d'elle. Il lui tendit un mouchoir, puis, doucement, il lui raconta une histoire de brume, de four magique, de pain d'arc-en-ciel, et elle sourit. Le soir, il rentra chez lui. Il sortit son vieux carnet, celui qu'il n'avait pas touché depuis des mois, celui qui avait été moqué, arraché, jeté. Il le rouvrit. Il dessina. Pas un château, pas une comète, pas un monstre. Il dessina une boulangerie, perchée sur un nuage, avec une cheminée tordue et une porte ronde. Et au-dessus, dans le ciel, un garçon, qui souriait. La nuit venue, Timéo se coucha sans peur. Il savait maintenant que les rêves venaient, non pas pour fuir le monde, mais pour l'aimer mieux, pour le rendre habitable, poétique, supportable, pour le toucher sans l'écraser. Et dans un coin de sa chambre, près de la fenêtre, il vit une ombre familière, un panier, dedans un petit pain encore tiède et une note. « Continue, la pâte du monde est entre tes mains. G. » Il sourit, ferma les yeux et rêva. Les jours reprirent leur rythme. L'école, le réveil, les devoirs, les saisons, les récréations, les horaires. Rien ne semblait avoir changé, et pourtant tout avait changé. Timéo marchait dans le même monde, mais ses pas avaient un autre poids, ou peut-être une autre légèreté. Il ne courait plus pour échapper à quelque chose. Il marchait pour écouter le vent, les feuilles, les silences des autres. Son carnet de croquis ne quittait plus son sac, et peu à peu, autour de lui, d'autres enfants commencèrent à dessiner aussi. Il ne savait pas pourquoi. Ce n'était pas pour l'école. Ce n'était pas une consigne. C'était comme une graine. Quelque chose s'était mis à pousser. Dans la cour de récréation, il s'asseyait souvent contre le mur ensoleillé
observant. Un jour, une fille de sa classe vint s'installer près de lui. Elle ne parla pas, elle avait les yeux un peu rouges. Timéo lui tendit un crayon. Elle écrivit un mot sur une feuille blanche. Peur. Il prit la feuille, la tourna et dessina un petit four avec une poignée en forme de cœur. Puis il murmura. La peur, c'est le sel du rêve. Sans elle, il n'y a pas de goût. Elle sourit. Elle dessina à son tour. À la maison, sa mère le regardait différemment. Elle ne posait pas de questions. Elle ne demandait pas où il avait été, mais parfois elle passait sa main dans ses cheveux et disait « Tu es plus grand, mais je ne sais pas pourquoi. » Et Timéo répondait simplement « Moi non plus. » Il ne mentait pas. Il ne savait pas, il sentait. Il commença à se lever plus tôt. Avant tout le monde, il descendait dans la cuisine, préparait du pain grillé, du lait chaud. Puis il sortait dans le jardin avec son carnet. Il écrivait des recettes de songes, des mots étranges, des formes, des clés, des arches. Il ne cherchait pas à comprendre. Il gardait la mémoire vivante. Mais un matin, alors qu'il tournait une page, il vit quelque chose. Un dessin qu'il ne se souvenait pas avoir fait. Une silhouette, flottante, avec deux yeux sombres, et en dessous, un mot, reste. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. L'ombre n'était pas partie. Elle ne venait pas toutes les nuits. Parfois, elle ne faisait que frôler le bord de ses rêves. Parfois, elle restait là, dans le coin de sa chambre, tapie comme un souvenir qu'on préfère ignorer. Elle ne parlait pas, mais elle regardait. Timéo comprit peu à peu. Elle n'était plus un ennemi. Elle était la trace. Le reste, le prix, on ne traverse pas le rêve sans y laisser quelque chose. Et ce quelque chose revient vous visiter. Il l'accepta. Il apprit à vivre avec. Et un soir, il lui parla. « Tu peux rester, mais ne touche pas aux autres. » L'ombre ne bougea pas. Puis elle recula légèrement, comme si elle comprenait. Les mois passèrent. Timéo devint celui qu'on venait voir quand on avait peur de dormir. Il inventait des histoires pour les petits. Il construisait des cabanes à rêves avec des couvertures et des lampes de poche. Il écoutait les silences. Il rattrapait les cauchemars comme on rattrape des feuilles emportées par le vent. Et dans son sac, toujours, une petite clé. Parfois, elle chauffait contre sa poitrine. Alors il savait qu'un rêve avait besoin d'aide. Il fermait les yeux. Et il écrivait. Une nuit d'hiver, alors que la neige tombait silencieusement sur les toits, il entendit un tintement. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Une clochette, suspendue à un fil invisible. Et au sol, dans la neige, un petit pain en forme de nuage. Il n'avait pas rêvé. Il sourit. Puis il s'assit à son bureau. Et il écrivit, à la lumière d'une bougie. Chaque rêve que l'on soigne devient un abri pour un autre. Puis il ajouta, au bas de la page, Miraval n'est jamais loin. Et dans le coin de sa chambre, l'ombre le regardait. Elle aussi, doucement, souriait. Il y a des histoires qui s'achèvent dans un point final, et il y a celles qui laissent une ligne suspendue, un souffle, une vibration, quelque chose que l'on ressent longtemps après avoir fermé les yeux. Celle de Timéo appartient à la seconde espèce. Les années passèrent, doucement, lentement, comme des nuages sur une mer calme. Timéo grandit, son visage s'affina, sa voix changea. Mais ses yeux restèrent les mêmes, deux éclats de ciel lavés par l'aube. Il continua d'écrire, de dessiner, de raconter. Il ne devint pas célèbre, ni auteur, ni inventeur. Il devint veilleur. Dans la ville où il vivait, on disait parfois qu'il avait quelque chose, qu'avec lui, les enfants faisaient de meilleurs rêves, que les cauchemars s'éloignaient, que même les adultes, en sa présence, se souvenaient un peu plus de ce qu'ils avaient oublié. Il n'en parlait jamais. Il n'avait pas besoin de parler. Il était le souvenir vivant d'un endroit que peu avaient vu, mais que tous portaient en eux.
Un soir d'été, il s'assit sous un vieux chêne, au bord d'une rivière. Il avait dans les mains une lettre jamais envoyée. Une lettre pour le boulanger. Tu m'as appris à pétrir la nuit. Tu m'as appris à aimer mes silences. Tu m'as montré que la douceur n'était pas une fuite, qu'un rêve n'est pas un mensonge, mais une forme de vérité plus tendre. Il plia la lettre. Il la posa sur la rivière. Le courant l'emporta sans la mouiller. Il savait qu'elle arriverait. À la boulangerie céleste de Miraval, les jours avaient aussi changé. Le fourneau était plus calme, les ingrédients plus rares. Le boulanger, toujours là, toujours penché sur sa pâte étoilée, souriait plus souvent. Il parlait moins, il écoutait davantage. Et dans un coin de l'atelier, un tabouret vide. Pas oublié, réservé. Parfois, la porte s'ouvrait sans bruit, et une brise entrait, portant l'odeur de pain grillé, de pluie et d'encre. Alors le boulanger fermait les yeux et murmurait « Il rêve encore ». Dans le monde des enfants, quelque chose avait changé aussi. Les rêves devinrent plus étranges, plus riches. Des escaliers vers le ciel apparaissaient dans leur sommeil, des nuages en forme de tasses, des maisons flottantes, des carnets magiques. Il ne savait pas pourquoi, mais il se réveillait en riant, et parfois il dessinait une clé. L'ombre, elle, n'avait pas disparu. Elle vivait en marge, discrète, tapie entre deux silences. Mais elle n'était plus ennemie. Elle était là pour rappeler que tout rêve commence par une peur, et que cette peur, lorsqu'elle est accueillie, devient une porte, une vraie. Un jour, très loin dans le futur, un enfant trouvera un vieux carnet dans une boîte en bois. Il l'ouvrira et lira une phrase. Le boulanger des nuages existe, mais il faut d'abord le rêver. Et ce jour-là, dans les hauteurs du ciel, à Miraval, une clochette sonnera, et une fournée toute chaude apparaîtra sur l'étagère, juste à côté d'une clé en forme d'étoile, prête à recommencer, encore, et encore, et encore.